m'appelle Marie, donc je fais partie de la famille Méry qui s'est installée ici en 64. J'ai repris le restaurant de mes parents, notamment de ma mère. Et ici, nous sommes au Miroir. Au Miroir où, évidemment, a été tourné ce film, ce feuilleton, Le Miroir 2000, pendant l'hiver 71. Moi, j'avais 16-17 ans. Voilà. Et c'était un hiver très rude, particulièrement rude. Donc, évidemment, on a regardé d'un œil un peu amusé leur difficulté à rouler, à dégager les ruelles. Mais en même temps, c'est très beau parce que ce sont des images qu'on voit rarement maintenant. Il y a des hauteurs de neige impressionnantes. Et c'était idéal pour le tournage de ce film. Il y avait des acteurs prestigieux, parce qu'il y avait Marie-Christine Barrault, Marlène Bria, un peu disparue des tournages actuels, mais Jean-Claude Dauphin, que j'ai revu il y a quelques années, avec lequel on a évoqué ces moments assez drôles. On a un très très bon souvenir de ce tournage. Voilà, Georges Claes, oui, des acteurs qui étaient vraiment déjà assez connus à l'époque. Et puis, parmi les autochtones, eh bien, on retient surtout le jeune Marchand, qui était un espoir du ski français, qui était de Bourg-Saint-Maurice. Je m'appelle Yves Marchand, depuis maintenant pas mal d'années. Et je suis montagnard, en fait, c'est-à-dire pluriactif. L'été, je m'occupe des sentiers de randonnée de la vallée de Pézet. Situé entre les Arcs et la Plagne. Et puis l'hiver, je suis moniteur de ski. On a fait des prises de vue dans la vallée des Bellevilles, pour Val Thorens, qui était une station naissante. Sur Bourg-Saint-Maurice, avec les Arcs, station naissante. Et puis le Miroir, c'est un petit village à côté de Sainte-Foy. C'est entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isertine. Maintenant, il y a une petite station qui s'est développée, qui est belle d'ailleurs. Et c'était donc l'histoire de ce petit village. On y tournait des images sur une vieille scierie, dans des étables à bestiaux, avec la vie, quasi la vie locale de l'époque. C'était assez fidèle comme reproduction. Bon, ça avait été aménagé, les décors avaient été faits. Il y avait pas mal de locaux qui étaient pas simplement consultants, mais qui participaient aussi à la vie, quoi. Je jouais le rôle de Robert Flandin, puisqu'on m'avait donné ce nom, qui est un nom local. J'étais donc le fils d'un barman de Bourg-Saint-Maurice. Et Robert Flandin, petit à petit, gravissait les marches pour arriver en Coupe du Monde. Je pouvais m'intégrer dans le départ d'une Coupe du Monde. On installait des caméras sur les pistes, j'avais un petit rôle à jouer. Le plus difficile était d'arriver en bas, parce que souvent il y avait une scène à l'arrivée. Donc c'était un peu moins évident, mais oui, partir entre des grands champions, c'était pas mal, chose que j'avais pas réussi à faire tout à fait par la compétition, puisque j'étais en train d'arrêter ma carrière suite à pas mal de blessures. Sinon, on a fait un petit peu de ski avec certains comédiens, avec Georges Claes notamment, qui jouait le rôle de mon entraîneur et qui n'était pas forcément skieur au départ, mais qui a beaucoup appris. Et il a fait par la suite une assez belle carrière avec des rôles de guide ou des choses comme ça. Et c'était un garçon vraiment charmant. Il était très doué à ski. Christian Allers, qui jouait le rôle de mon papa, était très fier. C'était le bar de la ville de Bourg-Saint-Maurice, avec tous les samedis le marché, donc avec la population qui venait, qui s'informait. C'était assez fidèle. C'était assez fidèle à la vie normale des petits villages. Je m'appelle Jean-Louis Boc. Je suis patron cafetier du bar Le Café de la Paix depuis bientôt 30 ans. J'ai pris la succession à mon père. C'était le café de Plandin.
C'était le café de Jardin. Et il n'a pas beaucoup changé depuis qu'il a été tourné, le film Miroir 2000. Le tournage a duré à peu près 3 semaines. Et donc, moi, j'étais gamin. J'avais 9 ans. Et à 9 ans, on était quand même impressionnés par tout ça. Moi, mon frère et moi, on était tout le temps derrière les caméras, à regarder les acteurs, etc. Et puis on était émerveillés aussi. Je m'appelle Raymond Binet, je suis maire de Sainte-Foy depuis 2001. Je suis installé à Sainte-Foy depuis 68. 68 coïncide avec le démarrage de Tignes, les Arcs, la Plagne, et il y avait le démarrage prévu également de la station de Sainte-Foy qui a fait à l'époque couler beaucoup d'encre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça a inspiré au moins un nombre d'images de Miroir 2000, puisque nous sommes sur l'emplacement même où un certain nombre de séquences ont été tournées. Ici, vous avez ce qui est devenu une boulangerie pour les besoins du film et qui était un atelier de menuiserie. Donc on est vraiment dans le contexte. Nous sommes dans le village de Miroir et la station qui est reflétée au travers de Miroir 2000, c'est la Sassière qui n'a jamais vu le jour parce que à l'époque, il n'y avait pas forcément une volonté municipale, il y avait la vision d'un grand chambardement dans un village avec une culture paysanne qui vivait de l'agriculture et qui se satisfaisait de son mode de vie. Ce grand chambardement, ce n'était pas vraiment dans l'inspiration des gens. Alors, je m'appelle Guy Udry, j'ai 58 ans. Je suis actuellement directeur général de la SOGEVAP, qui est un organisme qui dépend directement de la mairie et qui gère tous les ouvrages pour le compte de la mairie. J'ai un passé de pisteur secouriste, de moniteur de ski, d'entraîneur et de directeur de club des sports. Tous ces feuilletons ont été très très bien réalisés et relatent très très bien la vie, comme ça s'est passé. Alors il est évident qu'il y a une partie romance. Le cheminement du film de Miroir 2000, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Exactement. Hein. On est parti de la base où il n'y avait rien, où il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait des terres agricoles, hein. Il y avait des vaches, on faisait tout ce qui était des produits tirés de l'agriculture. Et puis d'un seul coup, on a construit des bâtiments immenses. Jean-Paul Bergerie, directeur de l'Office de tourisme de Moutier. Dans la vallée des Bellevilles, le dernier village électrifié, on est en 1958. Donc ça veut dire que moins de 10 ans plus tard, la station des Ménures existe. Donc c'est des gens qui, en moins de 10 ans, sont passés d'une vie qui était la vie telle que leur père, grand-père et arrière-grand-père avaient vécu à quelque chose de tout à fait inédit. Ça explique pourquoi ils ont peut-être eu plus de mal à franchir le pas. Ils s'étaient tellement enracinés dans cette civilisation agro-pastorale. Ces vallées sont passées en rien du tout, du cheval à la fusée, quoi. D'une vie quasi en autarcie, presque au superficiel, quoi, au loisir, aux choses comme ça, bien sûr. On vivait à l'étable, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, donc c'était rude. On était dans la montagne, on avait la neige, il n'y avait pas de déneigement, donc on avait la neige à la fenêtre, à la porte, les bottes, et voilà. Alors de temps en temps, il fallait effectivement aussi qu'on allait à l'école. Donc on allait à l'école, c'était très compliqué. On n'y allait pas souvent, nous, quand même, à l'école. On rentrait à l'école au mois de Toussaint, et puis on repartait aux vacances de Pâques. À la fin des vacances de Pâques, nous, on ne retournait pas à l'école. On faisait un mot à l'inspecteur. Mon fils est obligé d'aller garder les vaches, partir en montagne. L'inspecteur forcément signait, et donc l'école, ça passait. Les femmes et les enfants migraient en altitude avec non seulement le troupeau bovin, mais avec tous les autres animaux de la ferme. Et donc ils avaient 2 maisons. Ils avaient une maison dans les villages
et une autre qui se situerait aujourd'hui au niveau des stations. C'était des modes de vie qui étaient quand même des modes de vie pérennes depuis fort longtemps. Je m'appelais Coster avant, j'étais de Montmagny, et puis je me suis mariée avec René Chenal du Bérard. Et puis après, mon mari, il a travaillé aux remontées mécaniques, depuis que les arcs ont commencé. Et puis moi, je suis montée en 69, faire les nettoyages aux 3 arcs qui étaient en construction. Ici, il n'y avait pas d'activité, sauf travailler la campagne, puis c'est tout. Alors tout le monde au printemps, il venait avec les bêtes, jusqu'à la fin juin. Et puis après, les bêtes, elles partaient dans les alpages. Yvon Blanc, en 1968, au début de la station, j'habitais 1600. J'habitais Arc 1600, où on avait quand même un très beau troupeau à 2000. Robert était le berger de 150 génisses, je ne sais pas si tu vois, qui portait depuis le départ des planètes, là, toute la partie haute de 2000. Moi, j'étais le berger de veaux, où j'avais une centaine de veaux sur l'autre versant, sur l'autre côté du lac des Combes, où il y a la station maintenant. Delphin nous donnait un coup de main, il aidait maman au travail du chalet, il fallait faire les tomes, il fallait faire le beurre, il fallait nettoyer les écuries. Le stage partiel. Puis mon métier, j'ai tout fait les métiers. J'ai fait le métier de l'agriculture, j'ai fait le métier de l'exploitation forestière, j'ai fait le menuisier, j'ai fait le scieur. Et puis maintenant, je bricole encore là-dedans. Parce que moi, je travaillais à la scierie. En dehors de la scierie, je faisais les foins, je faisais les patates, je faisais les jardins, je m'occupais des bêtes. On n'avait pas le temps de faire grand-chose. C'était la vie qui suivait les saisons. Les saisons. L'hiver, c'était il y avait les vaches à l'étable, il fallait les soigner, il fallait tout. Il fallait avoir fait du foin l'été d'avant pour leur donner à manger. Ça suivait la saison. C'était une vie vraiment qui datait depuis des siècles. Je m'appelle Camille Ray, je suis de la vallée, je suis né à Saint-Martin-de-Belleville. Et je suis venu ici en tant que moniteur et guide de haute montagne, puisque j'étais le premier guide dans la vallée. Voilà. Donc je fais partie de Val Thorens maintenant depuis 1972, sa création. Mes parents étaient agriculteurs, mon père gardait les vaches d'ailleurs dans le site de Val Thorens, c'est pour ça que je connais bien Val Thorens. Avant que la station soit née, j'étais berger ici, je gardais les bêtes ici. C'était les balbutiements du ski. À l'école, on faisait du ski, l'instituteur faisait du ski. Après, il y a eu un petit téléski à Saint-Martin, donc on a fait un peu de ski. Ensuite, moi, je suis parti à Méribel vivre avec ma tante qui avait un hôtel là-bas. Donc là-bas, la station existait déjà, le ski, c'était plus développé. J'ai fait de la compétition un petit peu. Je veux dire, on était tous déjà dans le ski, puisqu'on apprenait à skier en même temps qu'à marcher. Et puis les instituteurs du village nous emmenaient beaucoup à toutes les activités de plein air, et majoritairement le ski. D'ailleurs, ils le faisaient à leurs frais, je me souviens. Ils nous emmenaient faire des petites compétitions inter-villages, tout, c'était assez sympa. Oui. Le ski a vraiment démarré par les concours scolaires et par les concours après interclubs. Ski club d'Hauteville-Gondon, ski club de Sainte-Foy, ski club de Pézé, ainsi de suite, voyez. Des rencontres où on se disputait un challenge. Je m'appelle Pierre Jay, j'ai 72 ans, je suis natif de Saint-Martin-de-Belleville. J'ai créé l'école de ski des Menuires. Je suis venu là en 64-65, donc j'étais le premier moniteur, directeur, secrétaire. Et maintenant, j'ai l'âge de la retraite et je suis adjoint à la mairie de Saint-Martin-de-Belleville. Ça fait le 3e mandat que je fais. J'ai découvert le ski, d'ailleurs c'est sur la piste où on est. Bon, à l'époque, il y avait pas de téléski, donc on montait à pied.
Et puis on redescendait et moi je sais que je tournais qu'à droite, donc je faisais un touchou, je faisais un virage à droite et voilà, ou des fois une gamelle. Après il y a eu un téléski à Saint-Martin-de-Belleville qui montait un peu plus haut. Et puis là on a commencé à apprendre, on avait un moniteur de Méribel qui venait nous donner des cours aux enfants des écoles, puisqu'ici il y avait rien, quoi. Le ski c'était ma passion, donc je suis parti. Mes parents, mon père, il était facteur, mais bon, puis en plus ils avaient des bêtes, enfin comme tout le monde, quoi. Ils étaient paysans, enfin. Et donc ça me plaisait pas, plus ou moins. Donc je voulais vraiment faire du ski, quoi. On montait à l'école avec nos skis, on redescendait à midi, on faisait une petite descente, on remontait pour 1h30, et le soir on restait un peu plus longtemps. On avait fait un tremplin, on avait fait un petit slalom géant, on avait fait un petit slalom spécial avec des frênes, des petits frênes qu'on allait couper sur les terrains communaux. Bon, on avait idée d'autre chose, parce que la radio existait déjà, la télévision n'existait pas, elle n'était pas arrivée, du moins, elle existait, mais elle n'était pas arrivée dans la vallée de Belleville. Et on voulait faire autre chose que la montagne, que la vie rurale, paysanne que nous connaissions. Donc il y a beaucoup de jeunes qui étaient déjà partis dans des vallées voisines. Tignes, Val d'Isère, Courchevel, Méribel, je crois qu'il y en avait également. Des jeunes qui avaient 16, 17, 18 ans, ils partaient déjà pour aller gagner leur vie, ne serait-ce que gagner leur vie ailleurs. Si ce n'était pas dans les stations de sport d'hiver, c'était à l'usine de Moutier, puisqu'il y a une grosse usine sur Moutier. Donc la vallée se dépeuplait très très rapidement. Il n'y a plus du tout de jeunes. Henri, il est directeur de l'école de ski d'une station de sport d'hiver à quelques kilomètres du Miroir. François, il est moniteur de ski dans la même station que son frère. Alors je suis Michel Héranger, j'ai été pendant plus de 30 ans hôte de la vallée des Belleville, 34 ans hôte de la vallée des Belleville. Je suis arrivé comme jeune ingénieur ici pour m'occuper de l'aménagement. Les Bellevilles avaient perdu la moitié de leur population, à peu près. C'était passé de 2000 et quelques habitants à 1000, donc c'était la désertification. Et ils se sont dit, il y a une porte, c'est l'avenir pour nous. Le maire précédent, qui était Nicolas G avant, avait déjà compris que ça pouvait être que la planche de salut de cette vallée, de se lancer dans le tourisme. Le projet des Trois-Vallées, c'est un projet qui est fort ancien, puisque c'est Arnold Lune qui, en 1925, est appelé pour prospecter dans les Alpes françaises. Et la conclusion de sa prospective, c'est de dire il y a trois vallées qui sont parallèles les unes aux autres, et il serait intéressant de faire un aménagement global de ces trois vallées. C'est donc la vallée de Saint-Bon, la vallée des Alus qui est au milieu, et la vallée des Bellevilles. Et on sait ce qu'il est advenu, c'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, par le biais de capitaux, d'investisseurs anglais, on commence à aménager la vallée des Alus. Juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de l'aménagement de Courchevel, avec le rôle qui est joué par le Conseil général. Donc, dans les années 60, on peut dire qu'il y a déjà une véritable vie touristique à Méribel et à Courchevel. Par contre, la vallée des Bellevilles était restée très en arrière par rapport à ces aménagements. Enfin, il y avait même une opposition d'une partie de la population qui vivait encore globalement dans l'idée on a toujours été agriculteur, on ne voit pas pourquoi ça pourrait changer. Moi, comme boulanger, j'ai intérêt à la station. Pourtant, j'ai de la terre et ils vont me la prendre. Mais avec une boulangerie là-haut, je m'y retrouverai. Donc, j'ai intérêt à la station. Et malgré ça, je suis pas tellement pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas tellement pour parce que quand on aime le pays d'où l'on est, qu'on y a vécu tout le temps, on ne veut pas le voir abîmé par des gens qui s'en foutent. André Plaisance, donc maire de Saint-Martin-de-Belleville. Cette histoire a commencé dans les années 1960 face au constat du dépeuplement de cette vallée. Le maire de l'époque, qui s'appelait Nicolas Jay,
a donc décidé de lancer le développement touristique, surtout hivernal, il faut bien le dire, de notre vallée. Convaincu en cela des résultats obtenus par nos voisins qui nous avaient un petit peu devancés, en particulier Courchevel et Méribel. C'était vraiment l'époque du plan neige et le développement des stations était un sujet même gouvernemental, puisqu'il y avait des directives qui étaient données à ce moment-là pour que soient créées des stations de sport d'hiver pour les vacances à la neige et aussi naturellement pour créer des emplois. Nicolas Jay, face à l'immense tâche qu'il attendait, est allé trouver un homme politique connu, Joseph Fontanet. C'est grâce à Fontanet, je pense, financièrement, qu'on a eu les stations, quoi, ouais, Menhir, Val Thorens et Saint-Martin. Ça, c'est certain, oui. C'est sous la présidence de Pompidou qu'il a vraiment sa carrière ministérielle, avec 2 postes très importants, ministre du Travail. Ensuite, il sera ministre de l'Éducation nationale. En parallèle, pendant qu'il a ses postes ministériels, donc il est devenu président du Conseil général de la Savoie. Il se présente aussi aux différentes législatures, donc il est député de la seconde circonscription, qui en gros est celle de la Tarentaise et du bassin d'Albertville. Et il devient aussi, pendant ce temps-là, maire de Saint-Martin-de-Belleville. Pour lui, les choses doivent s'inscrire dans le plan neige, c'est-à-dire dans cette volonté de créer des stations de la 3e génération. Et donc, étant maire de Saint-Martin, c'est bien évident que son projet principal, c'est dans un premier temps la réalisation des Menhirs, et puis ensuite, dans un deuxième temps, c'est Val Thorens. En étant à la fois proche du terrain, proche des préoccupations locales, proche d'un grand sujet de développement touristique, qui venait donc du gouvernement, c'est un souhait aussi exprimé au niveau gouvernemental, et d'être également présent au gouvernement, il ne pouvait que favoriser les choses. Au moins, il pouvait rapporter les points de vue local au niveau supérieur. Et donc, à mon avis, ceci a contribué à favoriser un développement touristique sur l'ensemble de notre territoire. Mais c'est vrai que cette période a été très difficile, en particulier pour Nicolas Jay, qui était toujours premier adjoint de Joseph Fontanet, parce que acheter toutes les propriétés n'a pas été une chose facile. Il a fallu beaucoup de courage. Et on comprend aussi naturellement la position des propriétaires. C'était leur mode de vie. Le développement touristique, ils ne savaient encore pas trop à quoi ça allait conduire, comment ça allait se passer pour eux. Et on imaginait bien leur inquiétude à ce moment-là. Heureusement qu'on avait un maire à l'époque, donc il faut le citer, c'est Nicolas Jay, qui a vraiment insisté pour que les terrains se vendent, enfin, que le département puisse acheter les terrains. Et il y a eu des expropriations, il y a eu des histoires, tout plein. Et moi, pour moi, étant jeune, je comprenais un peu les gens qui ne voulaient pas vendre, mais pour moi, j'espérais que ça se fasse, quoi, qu'on puisse vivre au pays, et heureusement que ça s'est fait, quoi. Et M. Mingeon, qu'on appelle toujours maintenant le maire de la route. Le maire de la route des Arcs. Il fallait avoir du cran. Là, il a son mandat. Il ne s'est pas présenté parce qu'il savait qu'il était plus élu. Mais il a tout mis son cœur, il a tout mis sa force pour faire la route et démarrer la station. En conclusion, le rapport dit oui à la station si aux terrains communaux on peut ajouter dans les 250 hectares appartenant actuellement à des particuliers. Ce qui veut dire que dans le cas où nous adoptons les projets, l'administration des domaines fixera un prix à l'hectare auquel les propriétaires devront se soumettre. S'ils refusent, c'est l'expropriation. C'est grave. Ils ne pensaient pas qu'une station allait se développer, je veux dire, et puis donner du travail aux jeunes, quoi. Parce que faire du ski, il y en a qui disaient, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est comme la montagne, quoi. On monte, on redescend, je veux dire, c'était pas un métier, quoi. Le métier, c'était l'agriculture. Alors, ils étaient opposés. Oui, ils vont se poser des questions.
beaucoup. On ne s'imaginait pas, on se demandait ça va peut-être tenir quelques temps, et puis on va tout lâcher. Non, on n'était pas, vraiment pas chaud là-dessus. D'ailleurs, j'ai jamais fait de ski. Si, quand on faisait de sortir en montagne, un truc comme ça, on prenait les skis. J'ai jamais été sur les pistes, sur quelque chose comme ça. On allait prendre c'est comme ça qu'on l'interprétait, on allait prendre la terre qui a appartenu à ces gens, à ces familles depuis des générations. Et ça, c'était difficile à accepter. Des personnes qui adhéraient au projet, qui se rendaient bien compte, de toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'une opportunité se présentait, le développement touristique, bien sûr d'abord hivernal, et que d'autres avaient réussi déjà dans ce domaine. Donc des personnes qui allaient pouvoir s'installer durablement, vivre ici et travailler ici. Et puis un sentiment différent de la part de personnes sans doute plus âgées qui étaient inquiètes quant à leur avenir, et ça se comprend également parfaitement, quoi. Les avantages. Tu travailles pour tout le monde, une vie plus facile, un avenir pour les jeunes. Que demander de plus? Du travail pour tout le monde, ça reste à voir. Les gens de la ville y promettent beaucoup. Mais à la sortie, c'est pas toujours aux gens du pays que ça profite. Exact. Il y a des familles qui se sont complètement déchirées parce que celui qui était pour les stations et celui qui était contre les stations. On le voit très bien dans le film. Le maire, il s'est fâché avec ses voisins, il s'est fâché pratiquement avec tout le monde. Mais c'est ce qui s'est passé un peu dans notre commune. Personnellement, les voisins de mes parents, on ne se parlait plus, alors qu'ils étaient voisins depuis toujours. On ne se parlait plus. Je sais maintenant ce que tu penses. Mais je sais aussi que je me suis trompé pendant des années. Toi et moi, on n'est pas du même bord. Moi, je dis non. Toi, tu dis oui. Moi, je me bats. Toi, tu te couches. Bon sang. Non, mais pour qui te prends-tu? Pour le maire de la commune. Un maire qui se fout pas mal de l'intérêt de ses administrés, oui. Moi, j'avais un oncle qui faisait partie de ce groupe-là, des groupes des Lozons, on l'appellera. J'avais un oncle et je me souviens très bien que c'était des discussions à la maison qui ont été dures, très rudes et compliquées. Entre mon père et mon grand-père qui étaient absolument pour la station et mes oncles qui étaient contre. Vous voyez les débats le soir, comment ils étaient animés. Mais il n'y avait pas vraiment un Lozon, quoi. Il y en avait plusieurs, quoi. Ouais. Il y a sans doute un prêtre qui a pu inspirer un peu la fiction. C'est que dans le canton de Bourg-Saint-Maurice, il y a un abbé Borel qui n'avait plus de poste officiel, qui a d'ailleurs été élu, ça a été un peu une surprise, il a été élu conseiller général du canton de Bourg-Saint-Maurice et il a été un des principaux opposants par rapport à la création de la station des Arcs, puisqu'il représentait un peu je ne sais pas quelle était la dénomination précise, mais en gros, on va dire le syndicat des propriétaires, et son rôle était de faire en sorte que, justement, les indemnisations se passent au mieux. L'abbé Borel était à l'origine un ecclésiastique, un abbé qui avait reçu, d'après ce que je me souviens, un lopin de terre sur au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Oh ben l'abbé Borel, c'est son chalet qui est là à côté. Bon ben lui, l'abbé Borel, il s'est défendu, hein. Et dès qu'il a été propriétaire, je pense que son attachement à l'église a peut-être un peu été émoussé par d'autres intérêts. Et le voilà à la tête de tout un mouvement de rébellion contre le projet des Arcs. Tu dois savoir que j'ai hérité. Oui. Pauvre tante Agathe. Et les terrains qu'elle m'a laissés, il y en a une bonne partie qui sont sur les pentes à exproprier. De sorte que je comprends mieux ton point de vue sur le problème des stations de sport d'hiver. Ah, c'est donc ça. Je suis pas l'ennemi de mes intérêts, je le dis comme je le pense. C'est normal, non? Beaucoup ont pu trouver sur place un emploi et à partir de là, leurs revenus leur permettant aussi, sur le plan matériel, de s'installer dans de bien meilleures conditions, c'est-à-dire soit de rénover une maison familiale, soit de construire dans les lotissements communaux ou dans des terrains constructibles leur appartenant. Donc
ça a apporté tout de suite une certaine détente vis-à-vis de ceux qui étaient plutôt opposés au départ au projet. Et puis quand ils ont vu que leurs enfants avaient du boulot, gagnaient leur vie, donc là, ça leur a fait changer un petit peu d'avis, quoi. Donc ça s'est bien passé par la suite, oui. Il fallait y prendre, hein. On ne pouvait pas faire autrement. On n'était pas bien heureux, mais enfin, il fallait bien qu'au bourg ait des pistes pour faire le ski. La station de Val Thorens, c'est dans les années 1970, et d'abord ça a été beaucoup plus facile parce que tous les terrains étaient communaux. Donc là, il n'y avait plus de négociations à avoir avec des propriétaires parce qu'il n'y en avait pas. L'ensemble des terrains appartenaient à la collectivité, à la commune de Saint-Martin. Alors je dois dire que dans la vallée, il y avait un certain scepticisme. Ça, par contre, je l'ai un petit peu vécu. D'aller construire une station de ski à 2300 mètres d'altitude, alors que nous avions chaque hiver de l'ordre de 15 à 18 mètres de neige en cumulé. Les gens de la vallée s'interrogeaient. Et je ne pense pas que d'initiative locale, cette station aurait été lancée à ce moment-là. Donc c'est venu par un concours de circonstances, par la venue dans la vallée de Pierre Schneebelen. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Enfin bon, et comme j'ai l'habitude de dire, les choses ont toujours, dans cette vallée, tourné du bon côté. Et face au projet un petit peu démesuré, il faut bien le dire, de l'époque, finalement, Pierre Schneebelen a dû partir pour différentes raisons. Donc un autre projet a vu le jour, avec beaucoup moins de lits, avec un développement plus lent, si je puis dire. Et donc finalement, c'est aujourd'hui une réussite remarquable. Mais je ne pense pas que d'initiative, les Bellevillois auraient lancé cette station à ce moment-là. Les Bellevillois, c'est sur Valto, ils n'étaient pas... Non, ils ne voyaient pas ce qu'on pouvait y faire. Mais parce qu'il y avait des conditions, eux connaissaient leurs conditions de montagnards et de paysans. Donc ils n'imaginaient pas qu'on puisse faire des choses à Val Thorens, que d'abord ils appelaient ça Thorens, et puis il n'y avait pas de route. Donc il n'y avait qu'un bout de chemin muletier qui allait à l'UCPA, et il n'y avait que dalle. Hein. Donc vous ne voyez pas bien. Hein. Donc c'était pas dans leur imaginaire, quoi. Vous savez, Henri, j'étais très intéressé par tout ce que vous m'avez montré ce matin. Mais les Français, que l'on dit peut-être à tort traditionnalistes, sont pas effrayés par tout ça? Oui et non. Vous avez des gens qui sont immédiatement conquis par ce que nous offrons, le site, le confort, la neige toute l'année. Et puis d'autres préfèrent en effet des stations plus traditionnelles. Fontanet est allé chercher Schneebelen à cette époque-là pour porter Val Thorens. Donc c'est quand même aussi grâce à Schneebelen que Val Thorens est là aussi. C'est un promoteur qui avait commencé les choses sur Tignes déjà. Sur Tignes. Alors, bon, je le connaissais peu. Je l'avais vu quelques fois, mais je ne peux pas dire que j'ai eu à faire beaucoup avec lui. C'était un type qui était brillant orateur, et puis qui a une imagination extrêmement fertile, et avait, à l'époque, imaginé Valto dans des dimensions qui étaient totalement folles, mais a réussi autour de ça à faire adhérer tout le monde, les politiques, les banquiers, à entraîner tout le monde dans cette galère de 60 000 lits ou 70 000 lits, 150 remontées mécaniques, un aéroport international, qui a été commencé d'ailleurs, dont les terrassements ont été commencés. Alors tout ça s'est effondré. Il y avait quand même pas mal de dettes, ça a été repris. Enfin, il y a eu des sombres affaires dont je ne connais pas forcément la teneur. Toujours est-il que Schneebelen avait, lui, disparu de la circulation quand je suis arrivé. Si on avait été vers le projet de Schneebelen, ça aurait été vraiment, je pense, une catastrophe écologique. Au niveau de l'implantation des remontées mécaniques, il y en avait de partout. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même restreint, c'est quand même bien pensé, c'est pas mal. Quand ce sera fini, dans quelques années, on pourra loger 35 000 personnes. Autant qu'à Annecy pendant mon service militaire. Le projet final prévoit 150 remontées mécaniques. Mais il nous en faut 38 qui fonctionnent dès l'hiver prochain. Personnellement, je ne me suis jamais senti de mission en disant on va faire Val Thorens. Ça ne veut rien dire. De toute façon, c'est une équipe qui fait les grandes choses, c'est évident. Par contre, on était conscients, tous les uns et les autres, c'est pour ça qu'on s'est vraiment attaché sur notre station, que la station de Val Thorens allait devenir une grande station internationale, et assez rapidement, finalement. C'était souvent un peu la limite de notre imagination.
Donc on avait l'impression d'être un tout petit nombre à avoir en face une ville à construire. Ah, c'est un peu mégalo, mais c'est quel bonheur en tant que technicien, en tant qu'aménageur, d'avoir cette tâche en disant voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire là et comment on va le faire et comment on va le monter sur un plan financier, sur un plan juridique, comment on va faire gérer tout ça, comment on imagine tout ça. Donc ça a été absolument passionnant et sur, je dirais, tout un tas d'ouvrages. Cependant, à Val Thorens, la mise en place de la superstation s'accélère. Henri donne la pleine mesure de sa compétence. Et les premières années, c'était pas si simple que ça. Je me rappelle que la première année, quand j'ai été pisteur sur la montée du fond, il y avait 3 téléskis sur la montée du fond au sommet. Alors il n'y avait pas de cabane, bien sûr, mais dès qu'on entendait le ouin-ouin, ça y est, il y a un client qui arrive. Alors, on voyait arriver 2-3 personnes, direction de Montolvet, 3 perdus, ils arrivaient. On les accompagnait, on avait le temps. En 67, on a commencé à planter les téléskis de Charmette, Cachette, Clocheret. Alors là, on vendait ça. Robert, l'hiver, faisait visiter ça à ses clients qui ramenaient de Courchevel. Je me demandais pourquoi il me faisait faire un petit altiport là-haut à l'Arpette. C'était pour ramener les bons clients de Courchevel qui sont toujours ici. Au début, je faisais tourner les télésièges à 7h le matin pour faire monter mes employés, parce qu'il n'y avait pas de route. Et après, jusqu'à 10h, on allait tous au sommet, jusqu'au sommet du téléski des 2 têtes ou au sommet du télésiège du 2e tronçon, et on damait, tous en descendant, à ski. Après, on était équipés de rouleaux, on était équipés de grillages pour enlever les traces le soir sur les pistes. Et tout ça, ça a évolué automatiquement. Ah ben, il y a des jours, au mois de janvier, on avait à peine un client, alors on partait tous skier ensemble, parce qu'il y avait grand beau, belle neige, tous les ingrédients étaient là pour qu'on puisse s'éclater. On fermait boutique et on partait skier toute une partie de la journée. Bien sûr, après, on allait quand même travailler un petit peu, mais c'était les bons moments de Val Thorens. De toute façon, on se connaissait tous. Il y avait des clients individuels. Il y avait le club d'Auvergne qui était venu pour s'entraîner en Noël 72. Donc le soir, on se retrouvait tous au restaurant du Gloulou et on mangeait tous ensemble. C'était super sympa parce que voilà, il y avait une ambiance. Aujourd'hui, c'est différent. C'est 25 000 lits. C'est tout à fait autre chose. Toutes ces animations qu'on peut trouver, notamment dans ce film, ont vraiment existé, mais ça prouvait la joie de vivre et la joie d'être là. De skier et d'aller plonger dans la piscine avec les 2 skis, c'était très marrant, il fallait le faire, on entraînait nos clients, ça faisait partie également de l'animation. Malheureusement, aujourd'hui, c'est fini tout ça, parce que tout est régenté, tout est réglementé, et ça ne se fait plus. Aujourd'hui, un moniteur de ski qui saute dans la piscine avec ses 2 skis, même le client, il va dire, celui-là, il est timbré complètement. Le maire de Saint-Martin-de-Belleville, André Plaisance, avait, à l'époque du tournage du film, un figurant de son village, une personne très âgée, et qui avait demandé au maire j'aimerais bien, avant de mourir, j'aimerais bien revoir le film du Miroir 2000. Or, c'est un film qui est passé à l'époque sous forme d'épisodes, il y avait 13 ou 14 épisodes, et qu'on n'a jamais pu retrouver. Et le maire de Saint-Martin-de-Belleville s'est fait fort de le retrouver. Oui, alors j'ai organisé effectivement l'année dernière plusieurs projections du film des Sisterins dans la vallée des Bellevilles. Mais d'abord, j'avais la trouille, parce que je me demandais si j'allais être tout seul dans la salle ou pas. Et finalement, je l'ai projeté sur 4 soirs, et la salle était absolument complète, donc plus de 200 personnes à chaque fois. Et vraiment, les gens étaient assidus. Il y a des gens qui se sont reconnus d'ailleurs, qui sont encore, et Dieu merci, vivants aujourd'hui, et c'est très bien. Il y a eu beaucoup d'émotions. D'abord parce qu'il y a les jeunes qui ont vu les grands-parents, qui ont vu les tantes, les oncles, voir ses parents directement, et de les revoir, ça fait de toute façon toujours quelque chose. Et puis de se replonger dans l'histoire.
Et tout le monde, moi-même, je me suis replongé réellement dans l'histoire qu'on a connue quand on était tout gamin. Et on s'est vraiment reconnu, on s'est vu. On dit, ah ouais, ça j'avais oublié, et ça j'avais oublié. Et vraiment on s'est vu à l'intérieur. Et on a passé l'an passé en une seule soirée, les 13 épisodes, ce qui c'était quand même assez long. On a commencé à 7h du soir, ça s'est terminé à 1h30 du matin. On a fait un petit entracte avec un petit casse-croûte convivial, au cours duquel les gens ont pu discuter, échanger, se remémorer des souvenirs. C'était une soirée extraordinaire. C'était attachant parce qu'on a vu des échanges, et remémorer des histoires de l'époque, même des plaies qui se réouvraient un petit peu, quoi. Enfin, c'était très intéressant. Et c'est à la suite de ça, j'avais invité Hervé Guémard à participer à cette soirée. C'est à la suite de ça qu'il a dit, bon, un chien, il faut absolument qu'on récupère ça. Ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Il faut qu'on fasse un film, un CD, quelque chose, qu'on fasse reconnaître aux gens tout ça. Et donc, je constate avec plaisir que vous êtes là aujourd'hui pour travailler à ce projet qui va, j'espère, verra le jour et que les gens pourront se rajeunir un petit peu au travers de toute cette histoire.